Bonjour, shalom, assalamu alaikum. Nous sommes très heureux de vous retrouver sans doute encore très nombreux ce matin. Vous qui nous écoutez en direct sur Canal FM, vous encore qui nous écoutez sur nos médias partenaires à Dapon, à Niamtougou, à Bassara, Sokodé, à Neho, et un peu partout dans le monde également par le biais des médias numériques partenaires. Vous êtes toutes et tous les bienvenus. Mais avant toute chose, nous vous présentons toutes nos sincères excuses pour les petits désagréments que vous avez eus à nous écouter ce matin. Mais comme vous le constatez, tout se remet en place et vous témoignerez par vous-même que la qualité du son s'améliore progressivement, n'est-ce pas? C'est la façon pour Canal FM de s'occuper de vous, sans qui il n'y aurait pas de club de la presse, il n'y aurait même pas de Canal FM. Remercions les techniciens qui sont à la tâche, Victor Bekokou, Michel Tomega et Géraud Dakoucha. Bonne journée du lundi, bon début de semaine à toutes, à tous, à chacune et à chacun. Au club de la presse de ce jour, naturellement, la riposte à la pandémie du nouveau coronavirus, pendant que les contaminations ne décroissent pas et qu'ailleurs, on assiste à ce qu'on peut appeler une deuxième vague. Rappelez-vous que l'État d'Israël envisage même un reconfinement complet de 3 semaines à partir du vendredi prochain. Ça veut dire que nous sommes réellement en face d'une pandémie mondiale. Nous allons également partager avec vous quelques informations sociopolitiques à la une des journaux et naturellement quelques faits de proximité. Alors pour vous parler de tout ça là, personne ressource pour nous entretenir sur la COVID-19. Professeur Yao Kassankognon, bonjour. Bonjour et merci pour l'invitation. Merci surtout pour votre disponibilité. Vous qui aurez pu aller vous reposer de bon droit, mais qui vous mettez encore en soldat, en première, deuxième front, c'est selon, pour aider notre pays à circonscrire, pourquoi pas à vaincre cette pandémie, professeur. Oui, c'est un plaisir de contribuer à la lutte à côté de nos jeunes frères, que nous avions formés, mais comme nous sommes encore assez solides, nous continuons. Merci. Eh bien, Aliro Mourou Tchakala de Courrier de la République, bonjour. Bonjour Rossas, bonjour à l'invité, bonjour... Bon, je ne vais pas vendre la mèche. Bonjour à toutes celles et tous ceux-là qui nous suivent. Et je salue le retour de notre doyen, Lucien Diossou-Mensah. Il n'est pas le doyen, mais il est le plus jeune d'entre nous à la tête toute blanche. Eh bien, Lucien Diossou-Mensah, ça fait plus de 6 mois que vous nous manquez dans ce studio. Je suis très heureux de vous retrouver avec une certaine émotion dans ce studio. Bonjour Sas. Merci à vous, bonjour à Tchakala, bonjour au professeur, bonjour à tous les auditeurs. Aujourd'hui, je suis venu pour leur dire que j'ai repris toute ma force, que je vais reprendre le travail dans 2 semaines. Je vais commencer à apparaître, mais je dois moi-même l'annoncer pour éviter toute confusion. Et c'est avec plaisir que j'ai retrouvé les micros de Canal FM et tous ceux qui ont prié pour moi parce que naturellement j'ai eu des problèmes de santé, pas ce que les gens ont cru, mais mes problèmes sont liés à ma vision. J'ai dû faire opérer mes 2 yeux et ça prend toujours du temps, ce genre de choses. Maintenant, c'est fini, je vais comme mieux que Chakala. Merci. Je me suis rendu compte durant ces 6 mois que vos compatriotes togolais vous aiment quand même. La preuve, ils ont été très nombreux à vous réclamer. Ah, écoutez, c'est toujours comme ça. Parfois, quand on a un ami ou un frère, tant qu'il est avec vous, on peut le critiquer, faire ce qu'on veut, mais lorsqu'il s'absente, sa place vous manque. Je remercie tous ceux qui m'aiment beaucoup et je continue moi aussi à les aimer, même j'aime beaucoup ceux qui ne m'aiment pas. Et ce que je dis, c'est que nous sommes là et nous allons nous retrouver pour continuer notre mission de journaliste et que Dieu protège nous tous, que Dieu protège le Togo, surtout en cette période de corona. Et ce que nous avons de mieux à faire, c'est d'écouter les conseils et les recommandations que les autorités, que tout le monde nous donne.
Et c'est ce que nous avons depuis à faire. Pour le reste, il ne faut pas tenter le diable. Merci, Lucien. Vous nous mettez déjà sur la piste de la pensée du jour. Et ce matin, nous vous faisons revisiter cette sagesse du chinois Confucius qui écrit « Si tu rencontres un homme de valeur, cherche à lui ressembler. Mais si tu rencontres un homme médiocre, cherche ses défauts en toi-même. » Encore une fois, si tu rencontres un homme de valeur, cherche à lui ressembler. Mais si tu rencontres un homme médiocre, cherche ses défauts en toi-même. C'est la sagesse que nous laisse Confucius en héritage. J'espère bien que j'ai des hommes de valeur dans ce studio et je vais m'évertuer à vous ressembler. Avant les informations sur le coronavirus et la politique, une mémoire à l'endroit de désormais feu le ministre Aruna Batien Kpabresili. Il nous a quittés il y a quelques semaines. Et la semaine dernière a vu les derniers hommages que le Togo, la famille, les amis lui ont rendus. Nouvelle opinion qui revient sur le sujet aujourd'hui. Décès du ministre Aruna Batien Kpabresili. Le Togo a rendu un ultime hommage à un grand homme. Et Togo Matin, lui aussi, écrit à la page 3, fortes émotions au dernier hommage national rendu à Aruna Batien Kpabresili. Tchakala, vous avez suivi la semaine dernière, le mercredi, il y a eu une messe veillée de prière et de chant. À Lomé ici, on a vu les amis, la famille, les cultes, les offices religieux ont continué à Dapan, à Korbongou et à Nadungu, dans son village natal, où il repose désormais depuis samedi, et ceci pour l'éternité. Oui, l'émotion était vive, et puis désormais Feu Kpabré a eu droit à des hommages à la dimension de l'homme qu'il fut, de son vivant. Toute la nation togolaise lui a rendu un hommage mérité. Et vous conviendrez avec moi que le ministre Kpabré, c'est celui-là qui a été au cœur de plusieurs choses ces 4 dernières décennies. Il était au cœur des secrets de l'État, au cœur du palais de la présidentielle, pour avoir été protocole du feu Gnassingbé Yadema, et il a continué au début avec l'actuel président de la République. Donc, c'est il a terminé avec l'actuel président parce qu'il est décédé ministre à la présidence de la République. Oui, donc ça veut dire qu'il a su traverser des époques, mais son militantisme, sa foi en ce qu'il a toujours défendu n'a pas pris de ride. Donc c'est ça l'homme, c'est ça les convictions qui sont propres à l'homme. Donc ses amis l'ont pleuré, toute la nation togolaise l'a pleuré parce que ce fut un intrépide et fidèle et loyal même serviteur de la République. Donc que ses bonnes œuvres l'accompagnent. Nous continuerons toujours par prier pour ce grand homme qu'il fut. Alors quelqu'un a dit que là où se trouve le cœur, les jambes n'hésitent pas à y aller. On l'a vu samedi, lorsque, aux derniers hommages à Kara, le Premier ministre, une bonne partie du gouvernement, de même que quelques présidences d'institutions de la République, se sont déplacés de Lomé jusqu'à Dapan pour rendre les derniers hommages. On a vu l'État avec le Premier ministre, les institutions. On a vu également les amis. On a vu également le Parti uni, dans lequel Kpabresili a milité activement. Lucien Diossou-Mensah, vous connaissez bien feu le ministre Aruna Batien Kpabresili? Je ne le connaissais que trop. C'est quelqu'un avec qui j'avais de très bonnes relations depuis le temps du président de la République. Et vous avez oublié qu'avant d'arriver au protocole, il avait travaillé aux affaires étrangères. Je le connais très bien, c'est un homme jovial, très bien. J'ai eu d'ailleurs l'occasion pour me frotter à lui, de voyager avec lui dans une délégation présidentielle plusieurs fois avant qu'il ne quitte le protocole. De toutes les façons. Et vous savez, quand j'ai appris sa mort, j'étais d'abord très surpris. J'ai été très surpris et très marqué. Mais je me suis dit que nous sommes tous mortels.
Donc je me suis dit que c'est son tour qui est arrivé, que Dieu lui accorde la paix éternelle et que je n'ai pas pu aller jusqu'à Dapaon compte tenu du fait que je viens à peine de recouvrer ma santé, que je dois m'aménager un peu. Sinon, moi aussi, je tenterais d'y aller. Donc, je lui souhaite une dernière fois que Dieu l'accepte dans sa grâce et que nous sommes tous mortels. Notre tour viendra chacun. Merci. À chaque fois que nous saluons la mémoire d'un défunt, je me demande quand nous-mêmes, nous ne serons plus là. Est-ce qu'il y aura des gens qui parleront de nous et qu'est-ce que les gens diront de nous, Alirou? Oui, l'oraison funèbre par le ministre de la Communication, Foli Bazé, était très captivante. Et c'est là que ça a encore ressuscité à de nombreuses personnes ce que l'on fut et ce qu'ils ont fait ensemble. Et un autre fait marquant, c'est que l'amitié, c'est jusqu'à la tombe. Et c'est le ministre Pascal Bojona qui a eu à le manifester parce que après le protocole officiel, Bojona fut l'un des rares à accompagner l'ancien ministre jusqu'à sa dernière demeure, jusqu'à son Natungu, jusqu'à son inhumation. Donc ça veut dire qu'ils ont été grands amis du vivant des deux, et quand l'un s'en est allé, l'autre l'a suivi pour lui témoigner encore cet amour-là. C'est ça l'amitié. C'est ça l'amitié que nous souhaiterions que l'amitié surpasse les petites incompréhensions politiques. On peut être de bords différents, mais se témoigner une amitié fidèle, indéfectible et loyale surtout. Deuxième événement que nous évoquons, nous nous adressons vers le professeur Yao Kassan-Kogno. Professeur, vous avez sans doute enseigné à l'université du Bénin, devenue Université de Lomé. Eh bien, l'Université de Lomé, qui souffle aujourd'hui, qui fête son jubilé d'or. Les anciens se rappellent que c'est le 14 septembre 1970 que fait le président Gnassingbé Eyadema inaugurer solennellement l'Université du Bénin que nous avons fréquentée et qui est devenue après nous l'Université de Lomé. Eh bien, professeur, un mot à l'endroit de notre temple, de notre premier temple de savoir ici au Togo. Nous sommes fiers en fait de voir notre université évoluer dans ce sens. Moi, je me rappelle quand l'université du Bénin d'alors était créée, et j'étais encore au lycée, et c'est au sein du lycée qu'on appelait le lycée de Tokoin qu'il y avait une partie qui était dédiée à l'université du Bénin. Maintenant, quand on regarde toute cette infrastructure, toutes ces ressources humaines, leur qualité, etc., nous ne pouvons que nous s'en réjouir et dire merci, et que ceux qui ont forgé cette université, qu'ils continuent dans ce sens. Merci. Merci beaucoup, professeur Alirou. Nous associons au jubilé d'or de cette université que nous avons fréquentée. C'est la seule d'ailleurs université que nous avons fréquentée, vous, Alirou et moi. L'occasion pour nous de rendre hommage à tous les professeurs, mais en commençant par, aujourd'hui on l'appelle président, mais le premier responsable portait le titre de recteur au début, le professeur Ampa Johnson, les recteurs ou présidents comme Lanvi Sedo, Nikwe Lodjou, Gaïbo, celui qui a été à la Cour constitutionnelle dernièrement. Le professeur... Bon, je vais me rappeler. Oui. Eh bien, tous les professeurs, tous les présidents et recteurs de l'Université du Bénin ou de Lomé. Oui, le temps passe si vite. Nous étions arrivés quand l'Université du Bénin célébrait ses 2 décennies d'existence en 1990. 30 ans après, c'est le jubilé d'or, 50 ans. Et beaucoup de choses se sont passées. Donc, ici, il faut saluer la vision d'un homme que fut le président Eyadema. Un jour, on était à la présidence Salomé II quand il nous évoquait comment est-ce que l'idée lui est venue de construire cette université. Il disait que les étudiants togolais qui partaient n'étaient pas très bien traités. Donc, les Natchaba, donc eux,
lui, il a senti que il pouvait quand même construire une institution de ce genre-là chez lui pour peut-être contenir tout le flot de bacheliers au lieu qu'ils aillent sous d'autres cieux avec tout ce que cela peut comporter comme maltraitance et autres déboires. Donc, il a pris le risque et aujourd'hui, nous sommes là 50 ans plus tard à célébrer un grand événement. Et quand on voit tous les cadres de ce pays, ils sont passés par là. C'est une fierté. Et vous voyez aujourd'hui, le décor de cette université, c'est quelque chose qui a radicalement changé. L'université telle que nous l'avions fréquentée il y a une trentaine d'années, ce n'est plus la même université. Tout a chamboulé. Surtout l'espace. On sait que l'université, c'est un ensemble de tout. Donc, en mettant l'université à cet endroit-là, c'est qu'il y avait des envies qu'au fur et à mesure, l'université va grandir, les étudiants aussi, le lot va grossir et il fallait quand même un cadre très spacieux pour les contenir. Donc, nous rendons hommage à cette vision et nous saluons aussi tous ceux-là qui ont eu à accompagner ce bel élan depuis les années 70 jusqu'à ce jour. Je parlais des présidents, c'est le professeur Aradi Nonou, à qui a succédé le professeur Kokoroko, avec tous les chantiers, l'université qui est maintenant clôturée. Il y a Gbeasso d'abord. Gbeasso, oui. Gbeasso, Aradi Nonou, maintenant Kokoroko. L'université maintenant, dont l'enceinte est clôturée, il y a un peu plus d'ordre, des chantiers en cours, pas plus tard que il y a quelques jours, des artères avaient été dédiées à la mémoire des enseignants qui ont marqué cette université. Lucien? Comme vous le dites, nous ne pouvons que nous féliciter de l'évolution actuelle de notre université. Lorsqu'on portait l'université du Bénin, devenue l'université de Lomé, sur les fonds baptismaux, moi je travaillais déjà dans la fonction publique. J'étais à la direction de l'enseignement avec Yaya Malo. Je dois dire que l'université du Togo de Lomé, comme tout ce qui s'est passé au Togo, a connu un véritable ralentissement à cause de la crise politique que notre pays a traversée. Parce que dès la création de cette université, la politique s'est emparée des étudiants. Les étudiants ont été très instrumentalisés et ainsi, à un moment donné, l'université n'a pas connu l'évolution qui devait être la sienne. Mais Dieu merci, ces derniers temps, nous sommes sortis, depuis on est sorti de la crise politique qui a aussi. C'est-à-dire, je disais que l'université, comme toute œuvre humaine, a connu des péripéties qui a marqué la vie de notre pays. Mais aujourd'hui, l'université évolue très bien, fait son bon nombre de chemins et nous en sommes tous fiers parce qu'à un moment donné, l'université, ce n'était plus ça. Moi, quand je voyais l'université, j'étais triste. Mais nous devons rendre hommage à tous les présidents et recteurs qui sont succédés et particulièrement celui qui est là actuellement, qui a marqué de son empreinte l'évolution que nous connaissons actuellement. Donc, et pour terminer sur ce chapitre, je dirais que des voix plus autorisées parleront de l'université en ce jour d'anniversaire. Moi, je ne peux dire que ce qu'ils pensent, mais pour le moment, je ferme ce chapitre là-bas. Merci. Alors, nous terminons ce chapitre en évoquant quand même un regret d'un ancien ministre. C'est le ministre Voulé Frititi qui me faisait l'honneur de me recevoir et quand nous discutions, il regrettait vraiment que l'université du Bénin s'est vue amputée d'une partie de son espace. Il me confiait que la résidence du Bénin et même Lomé 2, une partie de Lomé 2 faisait partie du territoire de l'université du Bénin qu'il voulait vraiment grande, mais quelque part ça s'est fait ici et que l'université se retrouve un peu trop restreinte dans son espace actuel. Mais il a pu le dire parce qu'au moment où on a créé l'université, il était à la planification de l'éducation. Donc il avait une idée de... Bon, j'étais à la direction de l'enseignement, on savait. Merci. Eh bien, maintenant, on va continuer avec les candidats qui sont susceptibles de s'inscrire à l'université de Lomé ou d'autres après, à la condition qu'ils réussissent au bac 2 cette année. Le bac 2 qui commence aujourd'hui, Tchakala,
vous intéressez à ces candidats quand vous écrivez « Démarrage ce jour de l'examen du bac 2 ». Contexte particulier, examen particulier, écrivez-vous. Oui, c'est un bac tout particulier que nos jeunes candidats sont en train de passer ce jour. Vous avez, avec la pandémie à la Covid-19, les choses ne se sont pas passées comme on l'aurait souhaité. Il y a eu des interruptions de plus de 3 mois. Et puis, quand on a repris, les conditions d'accès aux salles de classe étaient complètement chamboulées. Ceux-là qui ont le mental solide ont pu tenir. Ceux-là qui ne le sont pas ont dû flancher. Donc, il leur a fallu du temps pour récupérer. Je crois que l'année a été sauvée. Le prix à payer a été quand même à la hauteur des attentes qu'on place en l'éducation dans notre pays. Mais c'est vrai, le gouvernement a eu le mérite de sauver l'année, mais au-delà de ce sauvetage, on a mis la santé des élèves au cœur des premières préoccupations. Donc, l'élève d'abord, sa santé, sa vie d'abord, et maintenant on peut sauver l'année. Mais si d'aventure les résultats ne venaient pas être ce que nous aurions souhaité, je crois qu'on ne va pas jeter la pierre à ces élèves parce que l'année était difficile et il faut quand même être fort, solide pour que on puisse continuer, les élèves puissent continuer et obtenir des résultats. Donc, on ne peut que leur souhaiter une bonne chance. Le bac de la Covid-19, ceux-là qui vont passer auront le mérite d'avoir réussi à un bac qui n'a pas été du tout facile. Merci. Nous nous rappelons ce jour-là de juin 1985, quand nous étions venus composer au bac 2, c'était dans l'enceinte du collège Saint-Joseph. Lucien ? Vous savez, le baccalauréat était un diplôme, le premier diplôme de l'université, et le baccalauréat était un diplôme toujours redouté. Que ce soit au Togo ou en France, dans le système éducationnel français, le baccalauréat n'a jamais été quelque chose de facile. Donc, pour l'obtenir, il faut vraiment bûcher, il faut vraiment apprendre. Je souhaite que ceux qui ont appris, ceux qui sont consacrés à ça, réussissent. Et effectivement, comme tu viens de le dire, parce que ce baccalauréat a pu être organisé in extremis. Très souvent, les responsables togolais, les dirigeants ont fait tout pour éviter les années blanches. Donc, ce que je peux souhaiter tout à l'heure, c'est bonne chance aux élèves qui sont là pour... Bonne chance aux candidats qui composent ce matin. Ce matin, j'écoutais même sur RFI que le Gabon qui nous a devancé, le Gabon a enregistré un petit génie qui a réussi avec brio à son bac à 14 ans. Peut-être que nous pourrions avoir de tels génies ici, chez nous, ici au Togo, pourquoi pas. Alors, le bac 2 qui se fait dans le contexte de la Covid-19, ce qui nous introduit au professeur Yao Kassankognon, qui est à nos côtés aujourd'hui pour éclairer notre interne sur la stratégie de riposte à cette pandémie. Avant les commentaires rue de presse avec le journal L'Audience, qui titre aujourd'hui que la coordination nationale de la riposte à la Covid-19 et la FOSAP qui joue à l'adéquation. Togo Matin qui va dans le même sens, qui écrit Covid-19 au Togo, le personnel soignant dans les bonnes grâces du gouvernement, sujet sur lequel Liberté ironise un peu en écrivant Covid-19, enfin un mal pour un bien. Professeur, ces journaux rappellent ce que le colonel Djibril a annoncé la semaine dernière, à savoir cette assurance spéciale qui va être créée au bénéfice du personnel soignant. Oui, en fait, quand on analyse les données, on se rend compte que le personnel soignant, pour ne pas dire le personnel qui traite les gens, qui les accueille, est très exposé. Vu le nombre de cas testés positifs parmi le personnel soignant. Donc, ça veut dire qu'ils ont un risque plus élevé par rapport au reste de la population. Et je n'aime pas le chiffre, j'aime beaucoup les statistiques, mais la dernière fois quand j'ai calculé parmi le total de nombre de cas positifs à la COVID-19, il y avait jusqu'à autour de 6 ou 7% du personnel soignant, alors que le personnel soignant
ne représentent pas 6 ou 7% de la population togolaise. Donc ils ont un risque plus élevé et ces mesures ne viennent que pour tenir compte de ce risque élevé. Donc c'est une bonne chose qu'on a pensé à une assurance spéciale pour le corps médical qui a besoin d'être en bonne santé pour nous soigner quand nous sommes malades. Oui, Lucien? Vous savez, moi je m'attendais un peu plus tôt à ça, parce que ce qui s'est passé dans les pays européens avec ce Covid-19, c'est incroyable. Même aujourd'hui, ils ne savent pas à quel sens se vouer avec le retour en force de ce mal. Mais j'avoue que les Togolais n'ont pas l'habitude de jeter des fleurs à leurs dirigeants, mais en cette matière, c'est-à-dire du corona, beaucoup d'observateurs et même certains Togolais sont d'accord que le Togo a bien géré son cas par rapport à beaucoup de pays et que l'Afrique en général, contrairement aux prévisions dramatiques de certaines, s'en sort mieux. Ce qu'il faut faire, et ça je le répète encore, c'est de nous conformer aux recommandations et aux mesures pour que ce que nous voyons en France avec le retour, ce que nous voyons maintenant dans tous les autres pays où ça recommence, ce que nous voyons en Israël n'arrive pas chez nous. Merci, il faut le souhaiter. C'est vrai que nous avons l'habitude d'être très critiques à l'endroit de nos dirigeants. C'est notre droit et ça les emmène également à mieux faire. Mais de temps en temps aussi, il faut saluer quelques petits succès. Nous en prenions par une discussion qu'il y a quelques jours. Le ministre de la Santé du Burkina est venu ici en visite pour s'enquérir un peu de la stratégie par laquelle le Togo organise sa riposte. Alors, si des gens viennent apprendre chez nous, à l'Hérault, c'est que ce que nous faisons n'est pas si mal que ça. Non, c'est plus qu'honorable ce que nous faisons. Depuis la survenue de la pandémie, nous sommes à 37 décès et on n'a pas encore franchi le cap des 2000 cas. Donc ça veut dire que ce qui a été mis en branle est quand même de bonne facture et vivement que les Togolais, ceux qui sont encore sceptiques par rapport au mal, comprennent que le mal existe vraiment et que il fait des dégâts. Donc, il faut encourager le gouvernement. Pour cette fois-ci, je crois que la riposte, elle est vraiment efficace et les résultats sont là, probants, palpables. Et même, c'est pas seulement le ministre de la Santé du Burkina qui est venu s'enquérir de choses. Il y a des organisations prestigieuses qui ont eu quand même à clamer haut et fort que le cas togolais est quand même à saluer et à féliciter. Mais l'autre dirait que la meilleure façon d'encourager le gouvernement, c'est nous conformer aux mesures barrières, à toutes les recommandations que les autorités politiques et sanitaires nous recommandent. Et les chiffres tels qu'ils ont été déclinés hier sur le site officiel de la coordination, le Togo affichait hier 1572 cas. En fait, c'était les chiffres du vendredi, du samedi, communiqués hier. 1572 cas, alors que le premier cas a été enregistré chez nous ici au Togo le 6 mars dernier. Alors cela nous amène, professeur, à ce contraste. Pendant que les chiffres augmentent chez nous et dans le monde entier, nous sommes toujours en face à une forme de relâchement, voire même d'insouciance devant la maladie. La preuve, ce matin, au moins 3 témoins nous ont informé qu'il se déroule un tournoi de football sur le terrain de l'école primaire publique à Goué-Kitijan avec plusieurs équipes en compétition et une certaine foule, notamment de jeunes, qui viennent regarder ce match. Alors, professeur, d'un côté, les chiffres continuent à augmenter, mais de l'autre, c'est soit du relâchement ou bien de l'insouciance. Alors, comment pouvez-vous nous expliquer cela? Bon, moi, je dis toujours que le Togo est victime de son succès. C'est-à-dire que, comme vous venez de donner les chiffres là, comme il n'y a pas eu beaucoup de décès, il n'y a pas eu beaucoup de cas, parce que le gouvernement a pu bien gérer avec ses partenaires. Donc, la population pense que le mal n'est pas si grand que ça. Et je donne un exemple. J'étais, il y a 2 ou 3 jours, au niveau d'une agglomération. Et puis, je demandais aux gens, mais pourquoi vous avez des cache-nez que vous mettez sous le menton au lieu de le porter? Et
L'infirmier qui est à côté me dit que ici, quand il sensibilise les gens disent que la maladie n'est pas encore arrivée chez eux. Alors je leur dis, mais dites-leur que comme ce n'est pas encore arrivé chez eux, c'est l'occasion maintenant de vous protéger pour que ça n'arrive jamais. Donc, en fait, moi j'explique ce nombre croissant par le fait que les mesures barrières, même si elles ne sont pas complètement appliquées, je ne parle pas uniquement des mesures barrières. Les mesures barrières et les mesures prises par le gouvernement ont porté leurs fruits. Maintenant, je pense également que la stratégie maintenant peut-être doit changer. Oui, professeur, avant de vous laisser, c'est vrai que quand on voit le nombre de cas avérés, les chiffres au Togo sont très en deçà par rapport à nos voisins de la sous-région. Mais quand on fait le pourcentage des 37 morts par rapport à nos cas contaminés, à nos cas avérés, c'est comme le pourcentage de mortalité est beaucoup plus élevé au Togo que dans les pays de la sous-région. Oui, en fait, j'ai fait le même calcul et je me suis rendu compte que depuis 2 mois, le pourcentage ou bien la proportion des décès augmente petit à petit. Il y a de cela 2 semaines, quand je l'avais calculé, c'était autour de 2%, 3 semaines. Après, il y a 2 semaines, j'ai calculé 2,1%. Et aujourd'hui, les chiffres que vous venez de donner, là, quand on calcule, on arrive à 2,3%. Maintenant, on peut se poser la question, pourquoi cette augmentation du nombre de décès proportionnellement au nombre total de cas? Alors cela peut nous amener à nous questionner sur la stratégie de prise en charge des cas avérés. Alors depuis ce week-end, j'ai quelques informations qui filtrent du centre de prise en charge de la ville de Kara, qui laisserait quelques failles, notamment des cas enregistrés au centre de prise en charge, mais qui ne sont pas suivis par le personnel soignant. Il y a même un cas où c'est la propre fille d'une dame de certain âge qui veille à son chevet à l'hôpital où le cas est pris en charge, et qu'à chaque fois qu'on doit appeler les infirmiers pour venir au chevet de la dame, c'est la croix et la bannière. Professeur, je ne sais pas si vous avez connaissance de ce cas. Non, je n'ai pas connaissance. Peut-être que d'autres personnes qui sont plus proches du système de soins ont eu connaissance de ce cas. Mais ce que je peux dire, c'est que normalement, on construit la prise en charge étape par étape. Quand je dis étape par étape, le gouvernement a construit les centres pour prendre en charge les cas. Le gouvernement les a équipés. Maintenant, le gouvernement a formé certains personnels. Et si le nombre de cas augmente de façon brusque, parce que comme vous parlez de la préfecture de la COSA, je sais que les données de ces dernières semaines ont montré qu'il y a eu une augmentation quand même du nombre de cas. Et je ne dis pas que c'est au crédit du personnel, mais parfois le personnel n'est pas suffisant par rapport au suivi tel que ça devait être. Donc ils doivent... parfois le personnel n'a pas ce que j'appelle l'aspect du management. Ils doivent vérifier et dire qu'au niveau central, apportez-nous tel secours. Mais nous allons vérifier et amener l'information à qui de droit. Et professeur, peut-être que c'est l'occasion de nous rassurer que tous les centres de prise en charge érigés un peu partout à l'intérieur du pays sont suffisamment équipés aussi bien en matériel, en médicaments qu'en personnel, professeur. Bon, ce que je sais, c'est qu'il y a certains centres qui sont équipés, puisque, comme je l'ai dit, on va étape par étape. Donc, il y a le centre de prise en charge au niveau de la région des Savanes. Il y a le centre de prise en charge au niveau de la région de Kara, que vous venez de dire. Il y a également le centre de prise en charge au niveau de la région centrale. Bon, en dehors du premier centre de prise en charge qui est le CHR Lomé Commune, là, on peut dire qu'ils sont suffisamment équipés. Maintenant, je n'ai pas fait d'évaluation pour savoir suffisamment équipé. Est-ce que le personnel maîtrise suffisamment l'équipement? Donc, il faut veiller à ces éléments-là. Merci. Lucien, dans ce sens-là? Oui, dans ce sens, mais ça, je vais te dire quelque chose qui est vrai. Il ne faut rien dramatiser. Cette histoire de coronavirus est planétaire et nous le suivons partout. D'abord, comme je le disais tantôt, il faut beaucoup plus de sensibilisation, parce que si la personne arrive
dans le centre de prise en charge, alors qu'il est déjà atteint depuis des années, qu'il est très fatigué. Personne ne fait de miracle. Puisque le coronavirus, la preuve est faite qu'on en guérit. Mais on en meurt si vous banalisez son arrivée. Moi, je vais vous dire une chose, j'étais dans des villages, j'étais dans des lieux où on faisait des cérémonies funéraires et où les gens ont pris des fanfares, ils sont nombreux, même sans mesure, sans chose. Et ils jouaient, faisaient tout malgré tout ce que l'on dit. Mais la gendarmerie était parfois obligée d'aller ramasser les instruments. Donc, la première chose que moi je dis, sur laquelle j'insiste, c'est notre responsabilité en tant que citoyen togolais. Parce que cette affaire-là, regardez, le pays le plus atteint, le pays où il y a plus de morts, c'est le pays le plus riche du monde. Les États-Unis d'Amérique, où il y a tout. Mais si les gens sont sceptiques, si les gens n'y croient pas, même le président des premiers ministres ont été frappés. Donc moi, je ne veux pas mettre l'accent sur le côté négatif de la chose, mais pour commencer, il faut que les citoyens togolais savent que ce mal existe réellement et qu'il y a un certain nombre de choses à faire. Chacun n'a qu'à se protéger. Merci. L'un de nous, l'intention de mettre en exergue les côtés négatifs, mais c'est attirer l'attention de la coordination pour qu'aucune faille ne soit relevée nulle part. Chakala? Mais ce que vous avez relevé par rapport au cas au niveau de la causa est extrêmement grave. C'est pas possible. C'est qu'on envoie l'enfant qui est au chevet de sa grand-mère à l'abattoir. Mais la grand-mère est reconnue comme telle, comme positive. Mais on ne doit pas mettre l'enfant à ses côtés pour l'assister. Ça veut dire que on est en train de faire prendre de très gros risques à cet enfant-là. C'est la faute à la famille. Non, pas forcément à la famille, il appartient au personnel soignant de dire que non, mais votre place n'est pas aux côtés de votre maman. Mais on laisse l'enfant rester là-bas et quand il y a des besoins et qu'on appelle le personnel soignant, ce personnel-là rechigne à répondre à ces appels. C'est extrêmement grave. Je crois qu'il faut chercher tout le maillon là où ça affaiblit et situer les responsabilités. S'il faut punir, il faut punir. Ils sont formés pour ça. La dernière fois, mais on n'a pas donné l'assurance maladie à n'importe qui. Mais c'est parce qu'on sait que ce qu'ils font est délicat. Ce qu'ils font est sujet à peut-être à beaucoup de délicatesse et qu'il faudrait les prémunir par rapport à ça. Et sur ces mêmes plateaux, nous sommes ceux-là qui avions eu à donner la voix sur certains manquements par rapport aux babettes et à certains de leurs accoutrements. Mais si ils doivent se comporter là-bas, ils ne méritent plus nos soutiens. Mais il faut qu'on rétablisse les responsabilités. Juste attirer l'attention pour que la prise en charge des cas avérés, que également des personnes contacts et des cas suspects, professeur, c'est le mérite de ce débat. Attirer l'attention pour que un meilleur suivi soit fait de toutes les personnes qui auraient été en contact avec les cas positifs et également tous les cas suspects, professeur. Oui, je reprends ce que je viens de dire. C'est-à-dire que moi, généralement, j'analyse ce que j'appelle la charge de travail de chaque personnel de santé. Et voir, compte tenu de cette charge de travail-là, est-ce qu'il faut les seconder par d'autres personnes? Maintenant, quand il n'y a pas d'autres personnes, peut-être du personnel de santé pour les seconder, au cas où on devait demander à un membre de la famille de faire certains gestes-là, il faut former ce membre de la famille-là pour que cette personne applique les gestes barrières. C'est pourquoi j'ai dit que il faut que moi je vais m'informer un peu plus, je vais donner les informations à qui de droit. Peut-être que ce que vous venez de dire, le personnel a failli, il n'a pas fait son travail, mais peut-être qu'il a fait son travail et que c'est une question de ressources. Merci. Dans ce contexte, professeur, je ne sais pas si ça vous parvient, mais de plus en plus de compatriotes plaident pour que les lieux de culte, les centres de prière soient intégralement ouverts. Il semble que quand on prie ensemble dans les temples, mosquées et églises, Dieu nous aidera davantage à vaincre le mal. C'est une question qui arrive également à vos oreilles, professeur. Bien sûr. Moi, j'ai quelques réflexions. Les lieux de culte et les temples ont été autorisés à rouvrir certains lieux
je pense le 17 juillet 2020. Normalement, un mois après, il faut faire une évaluation pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'il y a eu des cas de positivité, etc. À ma connaissance, quand j'ai été dans certains lieux de culte, généralement, les responsables font leur travail. Ça, c'est ce que j'ai constaté. Font leur travail à l'intérieur. Maintenant, à l'extérieur, je ne sais pas. Donc, s'il y a une évaluation par la coordination nationale, ça permet de dire que tout se passe bien. Et d'après les informations que j'ai, je n'ai pas encore eu des informations sur le site officiel disant que telle personne a été infectée ou bien rendue positive du fait de ceci, sa fréquentation. Par contre, quand vous dites ouverture, sous-entendu, tout azimut des lieux de culte là, et des lieux de prière, lieux de culte, je dirais oui. Mais parfois, les lieux de prière là, il y a certains centres de prière où les mesures ne sont pas complètement respectées. Donc, il faut vérifier que les mesures... Je parle des centres de prière où les gens se disent on fait une retraite, etc. Pour ça, là, peut-être que ça doit être la dernière étape, alors que les autres lieux peuvent être ouverts. C'est ce que je dis, compte tenu des données que j'ai. Merci. Donc, le Conseil scientifique, la coordination nationale seront tenus compte de la demande de plus en plus pressante des populations et également des réalités scientifiques et techniques pour voir si on peut aller de l'avant dans l'ouverture de plus en plus ouverte des centres de prière, des églises, temples et mosquées. Alirou? Oui, ici, les voix se font de plus en plus persistantes sur l'ouverture des lieux de culte. C'est au regard de ce que ces gens-là aussi observent un peu partout dans certaines de nos villes. Il faut aller dans certains quartiers, vous verrez que mais ce n'est pas ça. Les gens se retrouvent en masse autour des pots. Allez-y à Legbasito, c'est là que c'est encore plus choquant. Vous arrivez à Legbasito, c'est des bars tous azimuts remplis à craquer, des gens qui ne portent pas de bavette, des gens qui font la fête. Et bon, on se dit, mais si on autorise ces bars à s'animer de la sorte, sans aucune disposition, donc autant ouvrir les lieux de culte où les gens sont quand même responsables, ou au niveau de ces lieux de culte-là, on ne se comporte plus comme avant la survenue de la pandémie. Il y a des mesures de distanciation. Par exemple, le cas des mosquées est encore plus édifiant. On ne fait plus la prière musulmane comme on le faisait avant. Avant, il ne devrait pas avoir d'espace entre les fidèles. Il fallait se serrer. Même aujourd'hui, vous arrivez, on a enlevé les moquettes, on a enlevé les nattes, et chacun vient avec son tapis, avec des mesures, avec des distances bien précises. Donc, je crois que si on permet à certains, au niveau de certains quartiers, les Gbasito, Vapoy, certains, même il y a une boîte de nuit même qui s'anime, hein, c'est bondé de monde. Vous conviendrez avec moi que les gens ne peut pas accepter une certaine restriction au niveau de la prière, où les gens sont quand même responsables, et permettre quand même que les gens font comme bon leur semble au niveau des bars. Donc, je crois que c'est légitime. Il va falloir que la direction des cultes voit la chose et puisse donner une suite par rapport à cette requête qui se fait persistante. Merci. Lucien? Je crois que mon confrère Tchakala il a fait un peu du coq à l'âne. Non, pas du tout. Parce que vous parlez des bars et vous parlez du culte. Oui, si on a permis l'ouverture d'un lieu de... Non, mais il ne faut pas me dire que je fais de la... Je suis une logique. Je vais m'expliquer. Non. Dites ce que j'ai dit, mais pas me dire que je fais le coq à l'âne. Pas du tout. Allez avec votre raison. Non, vous avancez votre argument. Si on va à ce que vous avez introduit, c'est au sujet des cultes. Maintenant, ce qui se passe dans les bars, c'est tout à fait autre chose. Puisque dans les bars, il n'y a pas... Il vient de dire quelque chose de très important. Chez nous, les musulmans, la paix ne se passe plus comme avant. Parce que les lieux de culte sont gérés par des responsables qui prennent les mesures. Tu as vu ça dans un bar? Jamais. Mais il va falloir qu'on arrête alors au niveau des bars aussi, puisque c'est des lieux de prolifération. Alors doucement. Oui. Je dis... Mon raisonnement n'a jamais été celui de coq à l'âne. Attends. De toute façon, si nous voulons parler des cultes ou des lieux de prière, parlons-en. Si on veut parler des bars et que tu dis qu'il faut fermer les bars parce que les gens qui arrivent se comportent en véritable irresponsable, c'est un autre sujet. Parce que moi, par exemple, face à ce qui se passe, je n'irai jamais dans un bar pour boire et faire des conneries. En revanche, si je suis chrétien ou musulman, je peux aller
à la messe ou aux mosquées, sachant que les prêtres ou ceux qui sont responsables de ces lieux ont d'ores et déjà pris les mesures qui s'imposent. Parce que si nous ne faisons pas attention, nous sommes en train de faire un débat et les gens qui nous suivent risquent d'être un peu dans la confusion. J'ai vu, pas seulement au Togo, même jusqu'à la Mecque, que tous ceux qui sont des responsables, les prêtres et autres, tu ne peux pas aller faire ce que tu veux dans une église aujourd'hui. Tu ne peux pas aller faire ce que tu veux dans une mosquée aujourd'hui. Parce que ces lieux sont dirigés par des responsables qui imposent des mesures. Alors que dans ce bar, bon, d'abord là-bas, il y a le propriétaire du bar qui veut lui vendre le plus. Les gens arrivent, ils vendent plus. Quand les gens commencent à se saouler, c'est fini, ils sont plus incontrôlables. Merci, non, merci. Ça fait cas d'une situation tout de suite qu'il se déroulerait un tournoi de football où il y a foule. Le peuple à Gouek-Kitidjan. Oui, mais quand on permet ça, alors qu'au niveau des lieux censés être responsables, où les strictes mesures de barrière sont respectées, mais là, il y a une politique de 2 fois 2 mesures. On permet aux gens... C'est ça, ma démarche. Je t'ai appris, Chakala. Hier, on a joué à Paris, au Parc des Princes. Il n'y a que 4 000, 5 000 spectateurs. Dans un stade qui pouvait contenir plus de 50 000 personnes. Bien sûr. Donc, ce n'est pas les autorités. Les autorités, quelle que soit leur force, ne peut pas gérer certaines choses. Je dis, faisons d'abord appel à nous-mêmes, aux citoyens togolais. Le cas de corona et virus n'est pas togolais, c'est planétaire. Merci. Voilà un peu ce que les autres font. C'est les mêmes autorités qui ont permis un certain nombre de supporters au stade. On va écouter un peu l'arbitrage du professeur. Bon, ce que je voulais dire, c'est que la transmission de coronavirus en plein air est différente de la transmission du coronavirus en lieu confiné. Et quand on parle de stade, il y aura probablement une transmission, mais elle sera probablement moins importante si on fait une étude par rapport à une transmission dans un lieu confiné, comme un lieu de culte ou bien un bar. Mais quand je dis bar, là, quand je regarde, il y a 2 types de bars. Il y a certains qui sont au bord de la route, là, c'est un peu à l'air libre, et puis ceux qui sont à l'intérieur en lieu confiné. Donc c'est tous ces éléments-là dont on doit tenir compte pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Voilà ce que je voulais dire. Merci, professeur. On va clore ce chapitre également. Revenons un peu à l'Université du Bénin, l'Université de Lomé, qui est en fête pour son jubilé d'or, avec ce titre du confrère Le Correcteur qui écrit « Cinquantenaire de l'Université de Lomé, sous le signe d'importantes innovations, la publication des phytomédicaments contre la COVID-19 attendue aujourd'hui. » Juste pour rappeler que l'Université de Lomé et ses enseignants-chercheurs joue un rôle pour nous aider à sortir de la maladie. Maintenant, nous allons terminer par l'actualité sociopolitique. Il nous reste une douzaine de minutes. Ces derniers temps, sur les réseaux sociaux, c'est l'Union des forces de changement qui se signale encore une fois. Tout est parti d'une lettre ouverte qu'un militant, Ayekomo, a adressée au président national, et la réponse lui vient d'une plainte que d'autres militants de l'UFC ont déposée contre lui. Le sieur Ayekomo qui devrait répondre à la gendarmerie, je crois, aujourd'hui, courant la journée. Eh bien, ce qui amène le journal L'Audience à titrer aujourd'hui UFC, la fin probable d'un parti politique historique. Le parti de Gilchrist Olympio, toujours dans le droit chemin de l'effondrement. C'est ce titre de L'Audience. Alirou, un petit mot sur ce qui se passe au sein de l'UFC. Non, l'UFC se présente aujourd'hui comme ce navire ivre et dont le commandant aussi ne maîtrise pas tout ce qui se passe. Et c'est vrai que le commandant de bord a pris un certain âge et il les laisse faire toute la basse-cour. Et souvent, c'est les militants de la 25e heure qui aiment donner la voix, puisque ceux-là qui étaient des militants. Quand vous prenez le cas précis qui est en train de susciter des interrogations, c'est ceux qui étaient là, qui ont constaté une situation et ils ont voulu que les choses se rectifient et il a adressé une lettre au président. Maintenant, quelqu'un sort de nulle part, parce que venu de nulle part et tombé dans les bonnes grâces, parce que élu député quelque part, estime que le militant n'a pas le droit de le faire. Et bon, pas tant que ça, mais cette personne estime plutôt que elle a été mise en cause dans la fameuse lettre.
Mais la lettre a été adressée au président. Donc, au président de gérer ça, pas à un individu de sortir en dehors du président. Parce que le président, c'est l'autorité morale du parti. Donc, quelqu'un d'individu qui sort parce qu'il se sent indexé dans une lettre et aller donner une convocation, je trouve ça malsain. Si c'est le cas, toutes les fois, tous les jours, les gens adressent des lettres, comment ça s'appelle là? Lettres ouvertes. Des lettres ouvertes au président de la République. Là, le directeur de cabinet, le secrétaire général, les ministres aussi peuvent sortir parce que pourquoi l'individu X a adressé une lettre ouverte au président et bon, allez nous adresser des convocations. Je crois que l'UFC doit se prendre un peu plus au sérieux. L'UFC doit respecter son âge. L'UFC doit respecter même les fondamentaux du parti. Donc, dans ce sens-là, je crois que ça part dans tous les sens et l'implosion est toute proche, quoi. En tout cas, ce que je sais, c'est que depuis quelque temps, c'est dans les médias, sur les réseaux sociaux, que les problèmes internes à l'UFC sont étalés. Il y a quelques jours, c'était entre un professeur conseiller du président national qui s'en prenait, ou bien à qui s'en prenait l'ancien ministre Ohin. Cette série de frasques, ok, c'est dans les médias et sur les réseaux sociaux. On verra ce que ça va donner, la plainte déposée à la gendarmerie, enfin, la condamnation de la gendarmerie contre le sieur Aïkomo. Oui, Lucien? Je ne pense pas qu'on condamne la gendarmerie. La gendarmerie n'est pas le lieu où on condamne. La gendarmerie peut engager une procédure et envoyer ça à la justice. Bon, maintenant, ce que je voudrais dire, d'une manière générale, combien de partis politiques sont en bonne santé au Togo? Le naufrage est presque général. Et vous savez, je ne vais pas continuer dans ce sens, le fait d'indexer un parti. Il y a une chose qui est vraie. Et on peut reconnaître que d'un côté comme de l'autre, il y a parfois du désordre au sein de ce parti. Bon, si les gens ignorent, ou bien feignent d'ignorer, c'est pourquoi ils ont créé des partis, je dis, c'est leur affaire. Parce que moi, je suis libre d'adhérer à un parti comme en sortir quand je veux. Bon, Gilles Christ Olympio, il est ce qu'il est, il a fait son parcours, et je ne sais pas pourquoi jusqu'à présent, il n'a pas pris sa retraite. Bon, c'est son droit, comme pour beaucoup de gens au Togo, mais j'avoue qu'aucun parti politique au Togo ne peut me dire qu'il est en bonne santé. Mais de là, quand on adresse une lettre au président, aller porter plainte à la gendarmerie. Donc celui qui a adhéré, lui-même à l'UFC, je ne sais pas pourquoi il a adhéré au parti politique. Eh bien, on va envoyer un médecin au chevet des partis politiques. On viendra débattre prochainement de leur état de santé. Mais vous rejoignez un peu d'autres confrères, notamment le journal La Montagne, qui titre aujourd'hui « Quadrature du cercle. Opposition togolaise, un troupeau sans berger ». Pour sa part, le Télégramme du Togo écrit « Opposition togolaise, sortie de la léthargie, qui pour prendre le gouvernail ?» Il y a quelqu'un qui s'active quand même à sortir de l'eau, c'est Agboyome Kodjo, candidat à l'élection du 22 février, et dont les suites s'étalent aussi dans les journaux, sur les médias. Et vous intéressez à lui, Tchakala, quand vous écrivez Agboyome Kodjo saisit le comité de justice de l'ONU, et pour vous, ce sont là les ultimes trépitations d'un politicien aux abois. Oui, Agboyome cherche une branche à laquelle s'accrocher, parce que emporté par de vagues géantes. Et depuis quelque temps, l'homme donne la voix, mais sa voix ne porte pas. On a saisi telle structure, on a formé, on a nommé tel premier ministre, on a mis en place telle structure, mais ça ne prospère pas. Bon, finalement, l'homme est obligé de prendre la clé des champs, on ne sait pas là où il se trouve, il a laissé s'habiter sous des cieux cléments, et son seul recours maintenant, c'est les audios WhatsApp avec lesquels on inonde la toile, mais la dernière fois, son bras de fer que j'estime un peu contre-productif a pris une allure parce que ces avocats de Paris ont saisi la Cour de justice de l'ONU. Bon, à quelle fin? Parce que quand on se plaint comme ça, il faut aussi qu'en amont, on ait respecté certaines règles qui régissent cette chose. Donc, Agboyome est celui-là qui a donné ces résultats en dehors des institutions légalement reconnues à le faire. C'est Agboyome qui s'est autoproclamé alors que nos règles sont là. Donc, on va porter plainte parce qu'on était victime
de quelque chose qu'on a créé soi-même. Je trouve ça un peu maladroit. Donc, ça risque de se retourner contre lui. En tout cas, autre plainte aussi, nous avons appris que la gendarmerie togolaise a convoqué également le prophète Esaïe pour ce jour également, ce lundi 14 septembre. Ce prophète Esaïe qui clame à qui veut l'entendre que le vainqueur de l'élection présidentielle du 22 février, c'est Agboyome Kodjo. Eh bien, il ira à la gendarmerie et nous saurons après ce qui aura été dit. Mais pour finir, Lucien? Oui, je vais abonder dans le même sens que Tchakala au sujet d'Agboyome. D'abord, quand moi je vois Agboyome, j'ai pitié de lui. Et il a fait une carrière que tout le monde connaît. Ce n'est pas un novice en principe en politique. Il a occupé les plus hauts postes au Togo. D'abord, son comportement durant les élections, après les élections, relève... excusez-moi le terme, mais je crois que Agboyome, à un moment donné, n'a plus tout son équilibre mental. Avant d'aller saisir les juridictions internationales, il faut que les juridictions nationales soient d'abord saisies et qu'ils rendent un verdict qui ne vous plaît pas ou quelque chose. Mais vous êtes un ancien Premier ministre, vous êtes un ancien président de l'Assemblée nationale, vous allez à une élection, vous n'attendez pas, vous ne respectez pas les décisions mises en place, vous commencez à vous comporter comme un voyou. S'il vous plaît, Lucien. Bon, nous avons le principe d'avoir des égards. Non, je dis comme un voyou, je n'ai pas dit qu'il est voyou, toi aussi. Vous aurez pu trouver un autre terme. Non. Écoutez, moi, je ne mets pas ma langue dans la poche. Maintenant, comment ça s'est passé, comme Tchakala l'a dit, de fil en aiguille, vous prenez la clé des champs. Mais écoutez, je crois que nous avons des choses à faire au Togo. Je crois que, par exemple, on croit par exemple que si on fait la politique, ce n'est pas à tout moment qu'il faut créer inutilement l'événement. Le Togo a besoin maintenant, c'est toi qui viens de parler très bien, il faut que l'opposition ou tous ceux qui veulent faire de la politique se ressaisissent. Ce qui s'est passé la dernière fois, depuis 90, 91 jusqu'à la dernière élection, il faut que chacun d'entre nous tire les leçons. Merci. Je rappelle juste qu'entre-temps, Agboyome Kodjo a annoncé la nomination d'un premier ministre, de quelques ministres et de quelques ambassadeurs. Là, tu trouves que c'est bon qu'on débatte de ça? Je rappelle juste les actes qu'il a posés. C'est bon qu'on débatte de ça sur les médias. Avant d'aller donc saisir la Cour, l'ONU sur le même... On va terminer cette information. Nous parlions tantôt de ce tournoi de football qui était organisé à l'école primaire publique à Gouek-Gitidjan. Un confrère, je peux citer c'est le confrère de togomedia24.com qui nous apprend que la police vient de faire une descente et que ce tournoi-là a été dispersé. Tout le monde est prié de rejoindre sa maison. Voilà. La preuve que ce que nous disons au club de la presse, Tchakala, c'est ce que nous disons. Nous faisons l'effort pour que ce que nous disons soit autant que possible avéré, autant que possible utile et autant que possible bienveillant pour notre société. Oui, nous ne sommes pas contre X ou Y, mais nous disons les choses pour que ça s'arrange. Bon. Mais malheureusement, certaines fois, on nous jette la pierre par rapport aux propos qu'on aurait tenus. Certains estiment qu'on aurait fait ci plutôt au lieu de cela. Mais nous assumons toujours. Oui, Tchakala, les amis nous jettent deux petits cailloux pour que nous fassions mieux. Non, mais certaines fois... vous avez critiqué, mais vous ne devez pas être critiqué. Merci beaucoup. On va terminer provisoirement avec cette information sur la sécurité. Les braquages ici et là, il en arrive toujours. La preuve, le samedi dernier, il y a encore eu une agression contre un opérateur économique au grand marché d'Adaouato. Des individus qui ont débarqué à dos de moto. Ils ont assommé un homme là-bas. Ils ont pu réussir à s'éclipser avec une certaine somme d'argent. Mais avec l'aide de la population, les forces de sécurité ont pu mettre la main quand même sur l'un de ces braqueurs. Peut-être qu'on va remonter les pistes jusqu'à trouver le reste du gang. Oui, Lucien? Dans ce cas, je dis sincèrement, il y a une faille dans le dispositif sécuritaire qui est au grand marché. On n'autorise plus même les engins à rentrer. Il y a une faille quelque part. Donc là, il faut chercher le responsable. À moins que ce quelqu'un, là où il y a une faille, la personne était complice. Parce qu'on n'autorise même plus les motos. Tous les motos sont débarquées du marché, sont dehors. Mais si quelque part il y a eu braquage à l'intérieur du marché de Dadarato,
C'est qu'il y a complicité. Eh bien, l'incident est survenu dans l'enceinte de la société de transport Nita Rainbow, au marché d'Adaolato. On n'a qu'à prendre d'abord, chercher les complices. Donc, et les 4 individus à deux motos, dont 2 ont fait éruption dans la société. Ils ont réussi à assommer quelqu'un au sein de la société. Ils ont pu partir avec une certaine somme d'argent, mais avec l'aide de la population, on a pu mettre la main sur un braqueur qui est ressortissant d'un pays voisin. Et ce qui est encore un peu inquiétant, c'est que sur les lieux, la police, la force de sécurité ont pu saisir 2 FAC, fusées d'assaut, enfin les spécialistes connaissent, 2 FAC, 10 chargeurs, près de 300 de munitions de 7,62 mm, une moto immatriculée et tout ça là. Nous disons ça pour dire attention, c'est imprudent de se balader avec d'importantes sommes d'argent. Et puis, comment est-ce que ces motos ont pu circuler jusqu'au sein du marché? Comme le dit Lucien, la police et la gendarmerie vont devoir remonter la piste. Voir les complices. Oui, c'est qu'il y a eu une faille quelque part, il y a eu des complicités, parce que comment est-ce qu'ils savent qu'il y a une fausse somme et ils ont forcé les barrières. Ils sont rentrés. Les complicités sont nombreuses. Donc, si on remonte la fille, je crois que ça sera un jeu d'enfant pour les forces de sécurité. Voilà. Eh bien, il est 12h passé de 1 minute. Nous allons souffler un peu, nous ouvrir à vous sur les 2 numéros, le 22 21 33 74, le 22 20 19 68, et nous recevons vos questions, vos commentaires, pourquoi pas vos petits cailloux, pour mieux faire et pour vous répondre, Lucien Alirou et le professeur Kassan Kognou. 93.5 Canal FM. Nous revenons ici pour recevoir vos questions et commentaires. Mais une autre information qu'un auditeur vient de nous communiquer, au quartier d'Abarakondi, dans les endroits de Kolas, et il y a également un tournoi de football qui se joue là-bas avec 8 équipes. Si des éléments de la FOSAP sont dans les environs, ils peuvent aller regarder de près ce qui se passe là-bas. Maintenant, la parole est à vous. L'auditeur suivant, bonjour. Allô, bonjour, monsieur Stajikaou. Oui, c'est monsieur? C'est monsieur Waris. Ah, notre ami depuis Azaou. Azaou, je salue vos confrères qui sont autour de vous là-bas. J'aimerais parler sur la situation politique qui se vit dans notre chef-lieu, le Togo. Et je souhaite que les charges retenues contre M. Agbeyome soient abandonnées parce que ce qui se passe aujourd'hui n'arrange pas personne. Soit abandonné par la justice et ces exilés soit politiques soient revenus dans le pays pour qu'ensemble on forme un gouvernement d'union nationale et pour que le président de la République, son excellence Faure Gnassingbé, tend la main à l'opposition et l'opposition aussi doit répondre à cette main tendue pour qu'ensemble qu'on met ce pays sur la bonne œuvre. Merci, notre ami Waris. Sa recommandation au président et également au leader de l'opposition de saisir la main tendue éventuellement. Le suivant, bonjour. Bonjour, c'est Antoine. Antoine, nous vous écoutons. Beaucoup d'amour. Oui. Oui, je voudrais d'abord féliciter tout le panel qui est autour de vous. Et dire ceci. Je voudrais quand même qu'on dise la vérité, puisque c'est votre credo. Ce que vous maîtrisez, il y a quand même le temps, avec le temps, il y a eu une modification pour quand même aller droit au but. Je voudrais d'abord aussi dire mes félicitations à l'université qui fête son jubilé d'or. L'université a été créée par décret en janvier 70. Et les limites de l'université ne traversent pas la route d'Atapamé. Pour qu'on nous dise que des parcelles à Lomé 2 seraient dans l'université de Lomé. C'est pas vrai. Vous avez le décret. Je vous l'avais envoyé. Donc, l'université de Lomé est dans ses limites. Et là où il y a amputation, c'est au sud. Vers la route en allant à la nouvelle direction de Kadaf. En dehors de cela, il y a le triangle de l'université de Lomé
qui a été amputé et occupé par des infrastructures parapubliques. Là, vous parlez sûrement de GTA, de Togosel, Lonato, ça? Oui. Donc, les propriétaires terriens, quelles que soient les infrastructures qui sortent de terre aujourd'hui à l'université de Lomé, on ne s'est pas préoccupé des propriétaires terriens. C'est tout récemment avec la commission ad hoc que 32 hectares étaient livrés de l'autre côté de la bretelle. Et le domaine n'a même pas été viabilisé. Les parcelles attribuées aux collectivités autochtones qui sont dans les lieux est resté intact. Donc, qu'on ne vienne pas nous dire autre chose que l'université de Lomé a traversé les rues et a été à Lomé 2. Que ce soit pour le critique si vous voulez, je voudrais quand même que M. Lucien comprenne et qu'il soit de l'actualité. Secondo, lorsqu'on parle de l'université de Lomé et que l'université a été politisée dans le temps et qu'aujourd'hui l'université est débarrassée de la politique, je crois quand même qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont aux Togolais. L'université aujourd'hui, on sait que c'est politisé par le parti. Aujourd'hui, la partie majoritaire est dans l'université, que ce soit à la présidence ou ailleurs. Et à l'époque où nous étions à l'université de 85 à autres, il n'y a que les communautés, les structures, que ce soit à Haute, que ce soit à Lomé, où nous sommes à Est-Golf, et nous ne connaissons même pas la politique. Il disait qu'à l'époque, des gens les politiciens ont noyauté les structures. Il faut quand même que nous restions dans la logique des choses et que le canal FM est de grande écoute. Et il faut que les choses soient vraies. Dites-nous vraiment les choses. Merci, cher ami Antoine. Je restituais un peu ce que m'avait confié le ministre Vroutiti, mais vous confirmez quand même que l'université a été amputée au moins d'une partie de son territoire. Eh bien, confions cela aux planificateurs de nous situer sur la vérité vraie. En attendant le prochain appel, peut-être que Lucien, puisque vous avez été énormément cité par l'ami Antoine, vous voulez nous dire bonjour? Non, ce n'est pas un problème. On est en plein débat. Je ne vais pas faire des débats inutiles. Moi, je sais ce qui se passait. Il y a les étudiants qui étaient proches de Nakaba, les étudiants qui étaient proches de Guinée-Vie. Et celui qui dit ça, peut-être qu'il n'a pas maîtrisé bien l'histoire de l'université. Antoine n'a pas maîtrisé parce qu'il saura que même si il y a eu 90, s'il y a eu 5 octobre 90, c'est parti de l'université. Merci. Et de notre temps, il y avait également des amicales de préfecture qui étaient beaucoup plus politisées que de véritables amicales d'étudiants. Le suivant, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Sasgaou. Oui, c'est monsieur? C'est Yacobo. Oui. Bien. C'est ça. Bon, j'ai écouté les noms des rues attribuées dans le cadre de la célébration de l'anniversaire du cinquantenaire de l'université. Oui, de l'université, voilà. Bon, j'ai l'impression qu'on est en train d'oublier un professeur éminent, là. Lequel? Le professeur Adjangba. Oui, il était professeur de chimie organique. Oui. Et il était au Ghana. On a dû lui faire appel pour renforcer l'équipe scientifique à l'époque, quoi. Mais je n'ai pas entendu son nom et je suis un peu surpris, quoi. Non, merci d'enrichir la mémoire du professeur Kokoroko. Et en plus du professeur Adjangba, il devait y avoir sûrement d'autres sommités que Kokoroko, l'université de Lomé, se chargeront toujours d'honorer en temps opportun. Oui, le suivant, bonjour. Oui, bonjour. Oui, c'est Pelé. Nous vous écoutons. Oui, je salue le plateau. Je remercie aussi l'université du Bénin qui a 50 ans. Des noms qu'on nous cite aujourd'hui que c'est les noms qu'il faut nommer. Ça, c'est très bon. Il faut donner des noms qui ont travaillé. Ce n'est pas des noms paresseux qu'on va nous donner dans les villes de cette rue. Non, merci pour ça. Mais je voudrais revenir à notre doyen Lucien. Je voudrais que depuis ces élections qui se sont passées et que depuis ce plateau de Canal FM, on n'a pas écouté des insultes. Il faudrait que M. Djossou se refroidisse de dire que M. Adjomé est un voyou. Tout ça là, ça ne vous honore pas. Parce que tout ce qui se passe aujourd'hui dans ce pays, on a besoin de qui que ce soit.
On a besoin de la transparence. On a besoin de la vérité. Vous le savez. Si vous dites aujourd'hui que M. Agbemé est un voyou, est-ce que vous êtes un imbécile? C'est ce qu'il fallait demander. Merci. Merci. Vous avez commencé à recadrer notre ami Lucien. Vous n'avez pas besoin de faire comme lui. Lucien. Je voudrais dire une chose. Je n'ai pas parlé chinois. J'ai dit qu'il se comporte comme un voyou. Ça n'a rien à voir de dire il est voyou. Si celui qui suit, l'auditeur ne comprend pas bien français, il n'a qu'à retourner à l'école. Merci. Mais Lucien, vous vous rappelez, je vous avais demandé de chercher un autre terme que ce que vous avez répété. Je peux refuser. Oui, l'auditeur suivant, bonjour. Bonjour, Sas. Papa Siviti. Mon directeur. Oui. Nous, le doyen est là. Je voudrais vous prier, grâce à vous, le Togo est au courant de ce qui se passe grâce aux radios et aux journalistes. Il n'est pas question de réagir quand les gens ne réagissent pas bien. Je vous salue. Respectez, il faut qu'on se respecte. Ce qui nous manque au Togo, c'est de ne pas respecter son prochain, de se haïr, comme ce qui vient de se passer maintenant. Non. Doyen, calmez-vous. J'ai toujours dit que quand vous allez à votre poste là, c'est pour recevoir les gifles. Acceptez ces gifles-là. C'est Dieu qui vous a mis. Un chef est comme un dépotoir. Merci beaucoup. Je vous en prie, Papa Sibiti. Donc, professeur, en entendant le prochain appel, comme le président Kokoroko a commencé par honorer, il va falloir qu'il ressorte tous les grands noms qui ont marqué les 50 ans de la vie de l'université de Lomé. Moi, je pense que les auditeurs ont raison. Il y a d'autres grands noms qui ne sont pas obligatoirement des doyens de faculté, qui ont été peut-être des vice-recteurs, qui ont été des scientifiques là. Et que, bon, s'il n'y a pas assez de rues, quand même, il y aura des amphithéâtres, des amphithéâtres, des parcs, beaucoup de choses. Voilà. Il faut que Kokoroko continue à créer. Voilà. Bonjour, l'auditeur. Bonjour, monsieur, comment vous allez? Ça va chez nous. Je voulais vous dire merci pour le club de la presse de ce jour, mais à monsieur Lucien, qu'il sache raison garder. Le journalisme, ce n'est pas la rébellion. On ne peut pas se permettre de sortir n'importe quel mot, comme l'autre l'a dit. Si les auditeurs doivent répondre, vous voyez où on devrait se retrouver. Alors qu'à son âge, il ne doit pas agir comme cela s'est fait tout à l'heure là. Donc, c'est tout simplement ça. Parce que quand on attaque aux journalistes, on me dit, liberté de la presse. Mais ce n'est pas aussi liberté de l'injure. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonne journée à vous et à tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui. Oui, le suivant, bonjour. Bonjour, club de la presse. Oui, c'est monsieur? Monsieur Martin. Martin. Eh bien, nous vous écoutons. S'il vous plaît, vous avez oublié le vrai doyen Johnson. Non, j'ai commencé par lui. J'ai commencé par le recteur Ampa Johnson. Oui, c'est le vrai promoteur de l'université du Bénin. Bon, normalement, on devrait y avoir une rue dans l'enceinte de l'université de Safar. Ça va venir sûrement. Merci. Je vous en prie. Eh bien, nous sommes trop jeunes pour inciter tous les présidents, tous les recteurs, Ampa Johnson, comme l'envie Sedo, mais le professeur Ouseni Tidjani a assuré un intérim. Après, il y a eu Nick Lodjou Gaïbo, il y a eu le professeur Beyasso, Hadji Nonou, maintenant Kokoroko, je ne sais pas si j'en oublie. Non, c'est... De toute façon, la boucle est bouclée. Je suis encore un peu plus jeune que vous. Alors, si j'oublie, ce n'est pas vous qui allez nous enrichir. Mais comme il a commencé, le président Kokoroko doit trouver des occasions, des édifices, des espaces aménagés pour honorer tous les grands noms qui ont marqué la vie de notre première université publique. Il y a un autre grand nom même qui vient de s'éteindre il y a quelques jours, c'est le professeur
Djeteli, qui est un professeur, un physicien. Nous avons honoré sa mémoire le vendredi dernier. Il faut chercher aussi un espace pour consacrer. À ce rythme-là, il va falloir étendre l'université. Oui, il y a de l'espace. Or, tout est bâti autour de l'université. Mais on saurait quand même trouver un édifice, pourquoi pas des promotions dans certaines écoles pour honorer tous les grands noms qui ont marqué notre université. Nous avons passé 4 ans. C'est pas rien. Professeur, voilà l'université que nous avons évoquée comme ça, mais qui a intéressé beaucoup plus les auditeurs. Professeur? Oui, c'est un bon signe. Hein. Ça veut dire que c'est le temple du savoir. Que ça a été, l'université a apporté quelque chose à la nation. Oui. Beaucoup de choses. C'est pour ça que les auditeurs s'intéressent. C'est également un signe que les auditeurs qui ont appelé connaissent bien l'université, parce qu'ils ont complété certains éléments, et on ne peut que les féliciter. Et les en remercier. Oui, Tchakala, un complément? Non, l'université, c'est un haut lieu. Tous les étudiants qui sortent de l'université du Bénin ou de Lomé pour aller continuer leur cursus dans d'autres universités n'ont jamais fait profil bas. C'est des gens qui ont toujours eu de très bonnes notes, ils ont été majors de leur promotion, et le cycle continue. Ça veut dire que, quoi qu'on dise, c'est quand même soutenu l'enseignement qui est dispensé dans nos universités au Togo. Entre autres anciens étudiants de l'université du Bénin à l'époque, Akboybo, Maître Akboybo, les Kofigo, les Akboyome Kodjo, les Daoku Péré, même l'ancien Premier ministre Humbo est passé par là, Maître Afebon. L'actuel Premier ministre aussi. Classou, qui était de 2 ans notre aîné à l'université. Il a étudié, après il y enseigne encore maintenant. Voilà, 50 ans. Professeur, sûrement que l'université, le président Kokoroko va trouver un moment pour des manifestations vraiment à la taille des 50 ans de notre université. Professeur? Oui, donc comme on l'a dit, des manifestations adaptées à la situation de la COVID-19. Là. Bon, quitte à ce que ça soit plus grandiose dès qu'on aura maîtrisé peut-être la maladie. Donc je verrai bien des manifestations quand même des professeurs, des anciens étudiants qui sont devenus de hauts responsables, peut-être aller visiter l'université, revoir tous ces changements, parce que moi j'y passe souvent. Et franchement, il y a eu beaucoup de changements positifs. Oui. On ne peut que les féliciter. Mais le changement que j'apprécie le plus, vous savez, l'espace est aménagé avec des bancs sous les arbres. Alors quand je le peux, je me retire là-bas pour me rappeler mes années d'étudiant et pour lire aussi. Ne serait-ce que pour ça, nous saluons ces réformes avec l'espoir que cela continuera. Maintenant, on va terminer avec le dernier acte du Club de la Presse, c'est décerner des cartons à des personnes physiques ou personnes morales. Et il y a 3 sortes de cartons. Carton vert pour féliciter, carton jaune que certains colorient en orange pour mettre en garde, et carton rouge pur pour sévir, pour punir quelqu'un qui est surpris en flagrant délit d'avoir fait une mauvaise action. Alors, Tchakala, c'est vous qui inaugurez la série. Non, mais je donne un carton rouge pour ceux-là qui ont la témérité en cette période de Covid-19 d'organiser des tournois de football. Je crois qu'on joue à tout moment, ça peut atteindre. Et il ne faut pas qu'on fasse du jeu des lieux de grande contamination. Un carton rouge à tout cela. Merci. Lucien Diosso-Messan? Moi, je donne un carton vert au professeur Kokoroko. Donc, il n'a pas fait très longtemps comme le professeur Johnson Ampa, qui a fait très très longtemps comme recteur, devenu après président. Mais Kokoroko a posé des actes qui manifestement se voient aujourd'hui. Tout le monde, quand il va à l'université, puisque moi j'ai encore des enfants à l'université, tout le monde sait que l'université togolaise, si ça va continuer cette évolution, en 10 ans, celui qui ira là-bas va constater. Warum nicht, pourquoi pas, comme dirait l'autre. Professeur, auriez-vous un carton? Oui, peut-être. Je ne sais pas si on peut donner un carton vert à deux personnes à la fois. Je ne saurais refuser quelque chose au professeur. Merci beaucoup. En fait, carton vert à vous-même, parce que grâce à cette émission, au cours de l'émission, on s'est rendu compte que
la FOSAP Covid là, a pu aller sur le terrain. J'espère que c'est de cause à effet, c'est-à-dire que les gens ont entendu ça et ils ont envoyé directement, donc grâce à cette émission. Donc, dans ce sens, il faut, comme ils sont allés à Guaquitidian, il faut qu'ils aillent également à Dabarakondi Colas. Je vous donne un carton vert et en même temps à la FOSAP Covid-19 parce que c'est des actions comme ça qu'on veut pour qu'on puisse maîtriser la maladie. Merci beaucoup. Merci. Alors, une fois n'est pas coutume, souffrez que j'adresse un carton vert, plutôt un carton bleu, à l'Olympique de Marseille, qui a mis fin hier à une dizaine d'années d'être chaque fois battu par Paris Saint-Germain, et surtout que cette défaite-là a été infligée à Paris, au Parc des Princes. Il faut le faire. Bravo à Marseille. Et ce carton, mon carton qui ne va pas plaire à une amie médecin qui elle est supporter de Paris Saint-Germain. Voilà. On peut être amis, mais supporter deux camps différents. Sinon, ce fut un délice hier, le match. Merci beaucoup. Même si la fin n'a pas été très heureuse, toutes ces vedettes-là qui se battent. Les Parisiens ont pété les plombs. Ils n'ont pas supporté cette défaite. Merci. Et cela relance le championnat de France. Bien fait pour le PSG. C'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain, mardi à 11h, si Dieu le veut. Dieu le voudra bien. Encore une fois, célébrons la vie à chaque instant.